Bonsoir Première. CQF. Ce qui fait débat. Et ce qui fait débat ce soir, c'est donc cette question. L'augmentation des salaires est-elle trop cadenassée chez nous en Belgique? Les négociations entre syndicats et patronat sur l'augmentation des salaires pour 2019 et 2020 sont suspendues, on le sait depuis hier, et les syndicats annoncent aussi une grève générale le 13 février prochain. Et ce qui crispe en particulier, eh bien, c'est un chiffre qui émane du Conseil central de l'économie. La marge maximale d'augmentation des salaires est fixée à 0,8%. Tout ça en vertu d'une loi, une loi sur les salaires en Belgique. Et c'est ça qui fait que les syndicats ont décidé de quitter les négociations et appellent donc à la grève pour le 13 février prochain. Alors, on va essayer de voir ce qu'il en est ce soir. Est-ce qu'il faut revoir, y compris cette loi, justement, qui cadenasse l'augmentation des salaires. Avec nous pour cela, il y a Marie Lenska. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire générale de la CSC, le syndicat chrétien. Et face à vous, même si c'est en duplex à Namur, il y a Jean Hendrix. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'économie à l'UCL, membre aussi du think tank Itinera. CQFD. Alors essayons tout d'abord de bien comprendre votre position, Marie Lenska, la vôtre, mais aussi celle des trois syndicats, puisque vous êtes en front commun dans ce dossier. Pourquoi est-ce que vous avez quitté la table de négociation? Est-ce que c'est parce que du côté des patrons, on n'était pas chaud pour augmenter les salaires, ou bien c'est parce que vous estimez que ce cadre, cette marge d'augmentation de 0,8% est insuffisante et qu'il n'y a tout simplement même pas moyen de négocier si c'est seulement 0,8%? Mais donc il y a deux choses. La première, c'est effectivement que le cadre de négociation ne nous permettait pas d'avancer. Et donc dans ce cas-là, mieux vaut arrêter de jouer avant de chercher un mauvais joueur ou un coupable de l'autre côté de la table. Le périmètre ne nous permettait pas de négocier. Mais la deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut revenir un petit peu sur cette loi, ce qu'elle contient, pourquoi et d'où elle vient, pour comprendre un petit peu la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Alors on va expliquer justement les choses. On a une loi qui date de 1996 sur la formation des salaires. Pour faire simple, l'idée c'est de se dire qu'on doit tenir compte de ce qui se passe dans les pays voisins pour ne pas avoir des salaires qui augmentent tellement vite chez nous que ce serait un problème de compétitivité pour les entreprises belges et que ça pourrait à terme poser problème aussi pour la création d'emplois en Belgique. Donc on a mis en place une loi qui fait qu'on a une marge d'augmentation au maximum des salaires pour tenir compte de ce qui se passe dans les pays voisins. Une loi qui a été revue en 2016 et qui a induit le fait qu'on devait aussi rattraper automatiquement des écarts que l'on a de compétitivité avec les pays voisins, en plus de la négociation annuelle justement sur cette marge d'augmentation. C'est ça qui vous pose problème? Pour vous, la loi fait qu'on ne peut quasiment plus augmenter les salaires en Belgique? C'est tout à fait ça. Et donc, pour revenir juste 2 minutes sur la loi, donc en 1996, une loi compare les salaires en Belgique avec nos principaux partenaires commerciaux, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas. Et l'idée à l'époque, on est au moment de la création de l'euro, et donc c'est la monnaie pour que la Belgique puisse entrer dans la zone euro, c'est de dire si on veut garder un secteur industriel, pour faire court en Belgique, et un secteur technologique, eh bien il faut effectivement que nos coûts salariaux n'augmentent pas plus vite que dans les pays voisins. Et donc nous avons contesté cette loi depuis 1996, mais nous avons vécu avec cette loi. Et puis, puisque des accords interprofessionnels ont pu être conclus, puisque des accords interprofessionnels étaient ouvertes, on peut être conclus, même si nos systèmes de négociation de salaire et nos réalités socio-économiques sont parfois très différentes entre l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et la Belgique. Ce qui s'est passé, c'est que du côté des employeurs et de la Fédération des entreprises de Belgique en particulier, il y a toujours eu cette idée que avant 1996, mais on ne dit pas si on remonte au Moyen-Âge ou à la bataille des éperons d'or, eh bien il y avait déjà un écart de salaire et qu'il fallait le revoir. Et donc le gouvernement a accédé à cette demande, a revu la loi en la rendant encore un peu plus stricte et en y enlevant toute une série de paramètres qui permettait la négociation des salaires. Pour faire très simple, aujourd'hui, il y a 3 éléments qui sont importants et qui rendent la négociation difficile. La première, c'est que toutes les diminutions de cotisations de sécurité sociale accordées sous ce gouvernement, c'est-à-dire plusieurs milliards d'euros, n'entrent plus en compte dans le calcul du coût salarial. Et donc, par un mécanisme de poudre de perlimpinpin, hop, on fait disparaître ces diminutions. La deuxième chose, c'est qu'on nous demande de prendre des marges de sécurité et donc d'anticiper sur d'éventuels dérapages. Et donc, on met sur un carnet d'épargne
tout ce qu'on ne peut pas utiliser, donc ça rabote d'autant les possibilités. Même s'il y a des mécanismes de rattrapage de cette marge lors des négociations suivantes. Oui, mais donc on en a mis si tellement. La marge n'est pas consommée, on en tient compte lors de la négociation qui suit. On en a mis tellement que la marge est très restreinte. Et puis, on a fait comme si nos voisins, la France en particulier dans ce cas-ci, n'avait pas d'impact sur ce qui se passe en Belgique. Or, pour prendre un exemple, parce que c'est ce qui s'est passé cette fois-ci, la France a décidé de transformer une subvention salariale, le crédit impôt compétitivité emploi, en diminution de cotisation de sécurité sociale. Les montants restent les mêmes, ça ne change rien à la vie des entreprises et au salaire des Français, sauf que les subventions salariales n'étaient pas conclues dans la loi. Maintenant, les diminutions de cotisations sociales le sont. Ça veut dire 0,8% de marge de négociation en moins en Belgique. Et donc tout ça pour montrer un peu l'absurdité ou le caractère très théorique de cette loi. Or, les salaires, c'est le résultat de la situation concrète dans les entreprises et dans les secteurs. Et donc, avec une loi telle qu'elle est là maintenant, nous sommes condamnés pour toutes les années à venir à être dans un corset qui rend la négociation salariale impossible. Et donc nous demandons ni plus ni moins que l'on change cette loi pour qu'elle permette que les salaires puissent s'ajuster en fonction des réalités économiques. Une petite question quand même, encore Marie-Hélène Ska, et puis on fera réagir Jean Hendricks. On sait que ce chiffre, il émane du Conseil central de l'économie. Vous êtes représenté, vous en tant que syndicat, les organisations patronales sont aussi représentées au Conseil central de l'économie. Vous n'avez pas confiance dans les calculs du Conseil central, quelque part? Vous trouvez que c'est trop théorique, qu'ils ne tiennent pas vraiment compte de l'évolution possible des salaires en Belgique et qu'ils s'arrangent pour que cette marge soit vraiment très étroite et que les salaires soient corsetés? Alors soyons tout à fait clairs, ce n'est pas du tout le cas. Le Conseil central de l'économie, c'est un organe technique qui doit calculer les chiffres, compiler les chiffres de la Banque nationale de Belgique, de la Bundesbank, de la Banque de France et de montrer quels sont les résultats. Mais sur la méthodologie, vous devez vous accorder et vous devez donner votre avis. Et ici, quelque part, vous n'avez pas remis en question la méthodologie, mais quand le chiffre sort, vous n'êtes pas d'accord. Non. Remettons les choses dans l'ordre. Le Conseil central est chargé d'appliquer la loi et donc de rechercher les données qui permettent d'appliquer la loi. Et donc c'est ce que le Conseil central a fait, et les chiffres sont les chiffres qui sortent des banques centrales sont les chiffres qui sortent des banques centrales. Donc vous dites quelque part, le Conseil central a fait tout ce qu'il devait dans le cadre de la loi, mais ce qui nous pose problème à nous syndicats, c'est ce que vous dites. Tout à fait. C'est la loi. Moi, je ne veux pas la façon dont elle est appliquée par le Conseil central. Je vous invite à prendre connaissance du rapport du Conseil central de l'économie. C'est un exercice remarquable, y compris de pédagogie, pour expliquer les différents paramètres de la loi et montrer à quel point cette loi est truquée. Et cette loi comporte un ensemble de mécanismes, un peu comme si vous aviez les anciens moteurs diesel, où on vous annonçait un taux facial de CO2, mais on savait que le taux facial de CO2 n'était pas le bon. Et donc, à un moment donné, quelqu'un découvre la faille et amène à revoir les normes de CO2. Et bien, c'est exactement ce qui se passe avec la loi sur les salaires. Nous demandons de revoir cette loi. Alors, Jean Hendricks, on a pris le temps de bien comprendre la position de la CSC, mais aussi des autres syndicats dans cette affaire et des raisons pour lesquelles ils remettent en question finalement pas tellement cette marge-ci de 0,8, même si elle leur paraît insuffisante, mais la loi qui fait qu'on arrive à cette marge de 0,8. Qu'est-ce que vous répondez, vous, à Marie-Hélène Ska, vous en tant qu'économiste ? Mais d'abord, je voudrais abonder dans le sens de Mme Ska sur 2 points. D'abord, le rapport technique du Conseil central de l'économie est un rapport d'une qualité remarquable, qui recense des informations de premier ordre et tout à fait fiable, et qui est aussi très pédagogique, et qui fait des analyses de sensibilité pour calculer des marges d'erreur. Donc c'est aussi un rapport très prudent, puisqu'il est basé sur des prévisions de la croissance des salaires dans les pays voisins, qui va en quelque sorte dicter la croissance autorisée des salaires chez nous. Mais ce sont des prévisions. De même, il s'agit de faire des prévisions de l'évolution des prix chez nous pour faire une prévision d'indexation. C'est quelque chose qui n'est pas nécessairement facile à faire, et donc il récolte des informations de sources différentes, indépendantes et fiables. Et ils tiennent compte du handicap salarial entre la Belgique et les 3 pays voisins. Rappelons quand même que ce handicap salarial, le coût salarial en fait, c'est du coût salarial qu'on parle ici, est encore de plus de 12% aujourd'hui, selon un rapport d'Eurostat. En Belgique, c'est 39,6 €
coût salarial horaire moyen, alors que la moyenne des pays voisins est autour de 35 €. Donc on est à près de 5 € d'écart entre la Belgique et ces trois pays voisins. Marie-Hélène Ska conteste ces chiffres, mais on va vous laisser poursuivre. Elle réagira ensuite, Jean Hendricks. Oui, donc ça, oui, enfin, on peut constater, mais c'est la situation actuelle, c'est l'écart en fait de coût salarial horaire moyen entre la Belgique et les pays voisins. Mais ce qu'il s'agit de faire avec la norme, c'est d'éviter que cet écart se creuse. Et donc, quelque part, ce qui va guider l'évolution des salaires en 2019 et en 2020 en Belgique, ce sera la prévision d'évolution des salaires en Allemagne, en France et aux Pays-Bas. Alors, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'on ne prend pas en compte le tax shift en Belgique. Mais ce qui est intéressant, c'est que le rapport technique du Conseil central de l'économie fait une analyse avec et sans tax shift. Et si vous introduisez le tax shift, vous vous rendez compte que l'handicap salarial est réduit parce qu'on a réduit les cotisations patronales à la sécurité sociale à concurrence de plus de 2 milliards d'euros. Et cela nous donne effectivement un changement dans la marge, si vous voulez, disponible, qui passe de 0,8% à 2,5%. Donc ce n'est pas anodin de dire est-ce qu'on prend en compte ou non cet allègement de cotisation patronale, d'autant plus que la France envisage de le faire. Ce n'est pas encore fait en 2018, ce sera fait en 2019 en convertissant sa loi compétitivité sous forme de réduction de cotisation. Alors Jean Hendricks, ça c'est un élément évidemment très important parce que des réductions de cotisation sociale pour des employeurs, ça veut dire que c'est de l'emploi qui coûte moins cher à l'employeur. Donc en tant qu'économiste, est-ce que vous ne trouveriez pas normal, quelque part, qu'on tienne compte de ça, puisque c'est bien, vous nous l'avez dit, du coût salarial pour une entreprise dont on parle ici. Donc, à partir du moment où ce coût a été réduit par des réductions de cotisations sociales, est-ce que ce ne serait pas normal d'en tenir compte dans ce genre de calcul pour la marge d'augmentation des salaires ? Oui et non. Excusez-moi de dire... Une réponse de Normand. Non, mais je vais vous dire très clairement pourquoi. Parce qu'il y a une petite faille dans le rapport technique du Conseil central de l'économie. C'est que si on prend en compte le tax shift, effectivement, ça réduit le coût salarial. Ça donne des marges de manœuvre donc, pour augmenter les salaires. Sauf qu'on a un mécanisme d'indexation. Et que ceci est aussi pris en compte. Donc les prévisions d'indexation doivent être aussi revues à la hausse. Et on sait très bien que le tax, pourquoi ? Parce que le tax shift était financé notamment par une augmentation de la TVA sur l'électricité, qui a créé un écart d'inflation entre la Belgique et les trois pays dont on parle, les Pays-Bas, l'Allemagne et la France. Et donc, il va se répercuter en quelque sorte, et ça n'a pas été pris en compte, donc répercuter dans les prévisions d'indexation, voyez-vous. Donc, ça veut dire quoi, selon vous que, mais quelque part, on les a mangés. C'est-à-dire que ce qu'on donne en baisse de cotisation patronale à la sécurité sociale, quelque part, on le repère par le fait que les prix repartent à la hausse pour financer ce tax shift via la hausse de la TVA sur l'électricité et d'autres produits qui donc remontent l'indice prix et donc les salaires nominaux. Et donc, si jamais on tenait compte de ça, quelque part, le gouvernement perdrait son objectif qui était quand même, à travers tout ça, de réduire le coût du travail en Belgique. C'est ça que vous nous dites, au fond, que si le gouvernement demandait qu'on tienne compte de ces baisses de cotisations sociales pour, justement, la formation des salaires, quelque part, il passerait à côté de ce qui était son but, c'est-à-dire de baisser le coût du travail en Belgique. Oui, baisser le coût du travail, mais entendons-nous bien, le coût du travail, c'est quand même en euros, c'est en nominal, donc ça tient compte de l'indexation donc nominale. Le 0,8%, il faut que les gens comprennent bien, c'est une marge de négociation salariale en termes réels, c'est hors inflation, au-delà de l'inflation. Oui, puisque à côté de ça, il y a de toute façon l'indexation, et ça, le Conseil central de l'économie en tient compte. Donc, on va rappeler, parce qu'on va faire un peu de pédagogie pour les auditeurs, c'est important. Donc, il y a à la fois l'indexation, et ça, c'est des choses qui vont se passer dans les 2 ans qui viennent. On peut avoir une inflation et donc une indexation des salaires. Et ce que le Conseil central de l'économie prévoit ici, c'est une marge d'augmentation en plus de ces indexations qui pourraient intervenir durant les 2 ans qui viennent. Une indexation qui est estimée quand même à 3,8% pour 2019-2020. Bon, alors, Marie-Hélène Ska, ça fait beaucoup de chiffres, c'est un peu complexe, mais c'est important. Tout ça, ça concerne les salaires de beaucoup de gens qui nous écoutent. Ce que vient de dire Jean Hendricks ici est important. Il y a quand même une indexation des salaires qui va pouvoir avoir lieu dans les 2 ans qui viennent, évaluée, vient-il de nous dire, à 3,8%. Et donc, quand on dit 0,8% de marge pour l'augmentation des salaires, ça veut dire qu'au fond, sur les 2 ans, on pourrait avoir 3,8 plus 0,8, mais non. Ça veut dire 4,6. Mais non. Vous n'êtes pas d'accord? Donc, pourquoi? 2 choses. D'abord, je ne suis pas ici pour faire une leçon de technique, c'est pas l'endroit et c'est pas le lieu. D'abord, sur ce qu'a dit Jean Hendricks.
il revient sur ce fameux écart historique qu'il estime toujours à 12%. Ce chiffre figure quelque part dans le rapport du Conseil central de l'économie. Mais nous savons aussi que la productivité est beaucoup plus importante en Belgique. Et donc, si on tient compte de la productivité, nous avons des coûts salariaux qui sont moins élevés que nos voisins. C'est aussi dit tel quel dans le rapport du Conseil central de l'économie. Je l'ai lu jusqu'au bout. La deuxième chose, et j'entends ce qui est dit par rapport à l'inflation, et je sais que l'inflation, c'est la bête noire des économistes. Mais lorsque votre salaire est indexé, lorsque vos revenus sont indexés, vous n'êtes pas plus riche d'1 € ou d'1%. Ça vous permet simplement de maintenir le revenu à son niveau actuel. Et donc, on parle bien ici d'une marge réelle d'augmentation des salaires. Mmh. Et donc, moi, j'entends ce qui est dit sur l'inflation, mais l'inflation et l'index, ce n'est jamais que la compensation de la hausse du coût de la vie, et pour partie du coût de la vie. Et donc, ce n'est pas une augmentation de salaire réel. Si vous aviez 100 dans votre portefeuille, qu'il y a 4% d'inflation, vous avez 104, mais ces 104 vous permettent simplement de faire face aux mêmes dépenses que les 100 2 ans plus tôt. Et donc, on est bien sur des questions d'augmentation salariale réelle. Mais il y a 2 débats qui sont 2 débats de fond derrière cela. Il y a la question de savoir si les salaires doivent être la seule variable d'ajustement dans l'économie. Et ce qui nous met en difficulté aujourd'hui dans une négociation avec les employeurs, c'est qu'il y a toujours, permettez-moi l'expression, une pièce à mettre au trou. C'est-à-dire qu'il y a eu un tax shift, il y a eu des diminutions de cotisations de sécurité sociale qui ont amélioré la position relative des entreprises belges par rapport à leurs voisines, mais ce n'est jamais assez. Aujourd'hui, il y a la menace du Brexit. Demain, on pourrait avoir une marée noire. Après-demain, nous pourrions avoir un choc climatique. Encore après-demain, un choc boursier. Et donc, il y a toujours une bonne raison d'être prudent et de ne pas faire évoluer les salaires. Sauf que ça, c'est intenable. Et donc, c'était vraiment une discussion politique, la discussion sur les salaires. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, dans toute une série de secteurs, on cherche de la main-d'œuvre. On ne trouve pas les bonnes personnes au bon poste. Comment pouvez-vous aller expliquer que l'économie tourne, que demain et après-demain, on va nous annoncer des résultats d'entreprise avec, dans certains cas, 2 chiffres devant la virgule en termes de résultats et distribution de dividendes. Et qu'on ne peut pas en parallèle augmenter mais que les augmentations de salaire, c'est 0, quelque chose. C'est juste impossible comme discussion. Alors, réaction là-dessus, Jean Hendricks. Mais oui, je voulais juste pointer du doigt quand même que l'inflation, c'est quelque chose qui intéresse directement les gens. Donc le fait qu'on a des écarts d'inflation systématique, par exemple, 2 fois plus faibles aux Pays-Bas, l'inflation qu'en Belgique, avec une croissance 2 fois plus forte aux Pays-Bas qu'en Belgique. Tout à fait. Et ça concerne les gens. Les gens voient bien qu'avec un même panier de la ménagère, ils doivent payer systématiquement plus cher en Belgique qu'aux Pays-Bas, en Allemagne ou en France. Donc ce que je veux simplement dire, c'est que cette discussion sur les salaires intègre donc dans les calculs du Conseil central de l'économie cette prévision d'indexation. C'est quand même un élément important parce que cette prévision d'indexation, au plus elle est élevée, au plus on anticipe une inflation élevée, au moins seront grandes les marges de manœuvre. Et donc peut-être qu'il faut aussi réfléchir à mieux maîtriser l'inflation dans ce pays par rapport aux pays voisins, à se poser la question de la structure de la concurrence sur le marché de la distribution et les marges bénéficiaires sur le marché de la distribution, et donc pour avoir un débat peut-être de fond sur le pouvoir d'achat. C'est ça, c'est que peut-être si on parvenait à mieux maîtriser l'inflation en Belgique, ça dégagerait davantage de marge pour l'augmentation des salaires. Quand même une question encore, Jean Hendricks, de logique économique. Si on augmente demain les salaires de manière plus forte, ça peut avoir aussi un coût bénéfique pour l'économie belge. Ça fait aussi tourner l'économie, la consommation. Est-ce que là, on n'a pas fait un choix politique qui exclut cette option-là, qui est aussi une option économique et qui est une relance par la demande? Oui, probablement, mais enfin, on a un pays très ouvert, donc c'est assez dangereux de relancer par la demande, parce que la demande s'oriente vers les produits étrangers et l'importation. Mais je voulais quand même dire une chose importante que Mme Ska a mentionnée, qui est tout à fait correcte, c'est de corriger le coût salarial par rapport à la productivité. Et heureusement, en Belgique, nous bénéficions encore d'une productivité horaire relativement élevée. Il faut savoir qu'en fait, on a eu beaucoup de modération salariale chez nous, parce que l'Allemagne, qui pèse beaucoup dans cette discipline sur les salaires chez nous, à plus de la moitié, a modéré ses salaires. Et elle a modéré ses salaires parce que la productivité a baissé en Allemagne, n'a pas augmenté si fort, parce que l'Allemagne a accueilli plus d'1,8 million
migrants entre 2011 et 2017. Ce qui a des personnes peu qualifiées qui ont eu tendance à accepter modérer, des salaires plus bas, si bien que ça pèse quelque part aussi sur les salaires belges. Est-ce que c'est l'Allemagne, au fond? C'est la dernière question que je vais vous poser, Jean Hendricks. Est-ce qu'au fond, c'est pas l'Allemagne qui dicte la politique salariale de la Belgique? Quand on entend tout ça, on sait qu'on doit comparer avec les pays voisins, que l'Allemagne est évidemment un poids lourd en Europe. Quelque part en Belgique, on n'a plus d'autonomie complète sur la formation de nos salaires à partir du moment où on a cette loi qui nous connecte aux pays voisins et notamment à l'Allemagne. C'est ce qu'on peut reprocher à cette loi, effectivement. Quand on fait un exercice de benchmarking, celui-là, on se lie les mains. Et est-ce que c'est une bonne chose? C'est pas à moi de juger cela, c'est une loi. Donc, mais effectivement, l'Allemagne pèse pour plus de la moitié dans cette norme salariale. Et on a compris que ce débat-là, il va s'inviter aussi au Parlement, puisque certains partis mettent sur la table l'idée qu'il faut revoir cette loi donc sur les salaires. Et ce débat, on imagine qu'il sera mené largement encore d'ici au 13 février et cette mobilisation nationale au niveau syndical. Merci Marie-Hélène Ska d'être passée par notre studio ce soir. Merci Jean Hendricks qui était depuis notre studio de Namur. Il est 18h41. Et dans un petit instant sur la première, ce sera notre page Grand Angle. On va notamment parler des paiements électroniques et de nouveaux acteurs qui arrivent dans ce secteur. Soir première, 17h30, 19h.